Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de stream. J'ai décidé de me lancer en effet dans le stream, essentiellement sur du contenu alterne que j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon moment. Je vais essayer d'être clair et s'il y a comment dire, des avis par la suite, des conseils, des réclamations, des recommandations, n'hésitez pas à le faire. Donc je me présente déjà, je m'appelle Thibaut. Joueur de jeux de société, de jeux de cartes depuis maintenant plusieurs années, essentiellement avec Magic au début, puis un peu de Lorcana derrière. Et là, avec l'arrivée d'Alterne, j'ai décidé de mettre à fond dans ce jeu-là, parce que c'est français déjà, et en plus c'est un jeu que j'adore. Et donc ce soir, on va essayer de reprendre les bases. Vraiment les bases, parce que j'ai vu qu'il y avait encore pas mal d'interrogations sur les réseaux, avec si ça se déclenche, comment ça marche, etc. Qu'est-ce que c'est que ces QR codes, c'est quoi le principe des uniques. Et ben, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça ensemble. Et s'il y a des interrogations, vous pouvez les mettre dans le chat et j'essaierai d'y répondre. Le déroulé de la soirée, ça va se faire en 2-3 étapes. On va d'abord reprendre un peu toute l'historique d'Alterne, c'est-à-dire comment ça s'est pas forcément comment ça s'est créé, mais qu'est-ce que c'est, les Kickstarter c'est quoi et qu'est-ce qu'il y a eu à gagner ou qu'est-ce qui a été débloqué dans le Kickstarter, ce genre de choses. On va dégrossir un peu le jeu aussi, avec en effet toutes les spécificités d'Alterne, donc le QR code, les uniques, les différences qu'il peut y avoir aussi avec certains autres TCG, le fait qu'on peut avoir une collection numérique, ce genre de choses. Puis après derrière, on va partir sur les règles du jeu. Je vous montrerai un peu le jeu, comment ça fonctionne, les règles d'un tour, d'une partie, comment on gagne et comment ça se joue. Et par la suite, dans un troisième temps, je reprendrai un peu tous les termes du jeu qui existent, qui sont normalement bien décrits sur les cartes, mais des fois qui peuvent être un petit peu ambigus pour certains qui n'ont pas l'habitude du TCG. On va essayer de reprendre et d'éclaircir ces termes-là. On va essayer de voir tous les termes vraiment qui existent et les effets qui peuvent exister dans le jeu, en tout cas pour ce premier chapitre, Core 7. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat et j'essaierai d'y répondre. On fera certainement des petits temps de pause pour répondre aux questions s'il y a des questions. Dans un premier temps, s'il y en a dans le chat qui peuvent me dire si le son est bon, si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Et après, on va pouvoir y aller. Normalement, j'avais fait les tests, donc tout devrait être OK. Je suppose que ça doit fonctionner. Bien. Alterned TCG, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un TCG? C'est un Trading Card Game ou JCC, jeu de cartes à collectionner. Tout ce qui est TCG, dans la globalité, ou JCC, c'est la même chose, ça reste du jeu, un peu du jeu de société avec ses propres mécaniques, mais surtout un peu son écosystème financier. Parce que qu'on le veuille ou non, ça c'est beaucoup de remarques visées dans les réseaux sociaux vis-à-vis du prix des cartes qu'on peut trouver, vis-à-vis des prix des displays Kickstarter qu'il peut y avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout ce qui est JCC, TCG, et on a besoin de c'est un peu cet écosystème financier pour que le jeu tourne et continue de vivre. Déjà, si les prix montent, s'il y a de la demande, tant mieux, ça veut dire que le jeu fonctionne bien, qu'il y a de la demande et que du coup, Equinox, qui est le créateur du jeu, va pouvoir continuer de faire vivre ce jeu. Et donc Alterne est un de ces TCG, donc on va devoir récupérer des cartes et essayer de faire le meilleur deck possible. Alterne, ça a commencé avec un Kickstarter. Avec un Kickstarter qui avait été lancé, je crois, en janvier, quelque chose comme ça, ou février, et qui a fait un record du monde de récolte de fonds pour son jeu de cartes.
plus de 6 millions récoltés. Ça, c'est que pour la partie, il me semble, publique. Et après, il y a une autre, un peu à côté du Kickstarter boutique. Là aussi, ça a été énormément plébiscité. Et du coup, on a eu, je pense qu'ils ont dû atteindre pas loin des 8 ou 10 millions en totalité. Enfin, c'est plus le chiffre exact. Plus c'est ce chiffre-là qui est indiqué qui comprend tout ou il est en deux parties. Mais il y a eu beaucoup d'achats, de commandes et beaucoup de contributeurs. Comme on peut le voir, il y en a eu plus de 14 000. Il me semble que plus de la moitié sont des francophones. Donc c'est déjà le côté un peu cocorico avec les Français qui ont beaucoup soutenu. Et vraiment, plus de la moitié des contributeurs ont été français. Ce qui a beaucoup fait parler du jeu, c'est surtout ce côté, je pense, un peu innovant avec le QR code sur les cartes. Je vais vous montrer. Hop. Là, si on le voit sur la carte, il y a un petit QR code. Et c'est la chose qui est un peu perturbée. Parce qu'au début, on disait que c'était moche parce que voilà, ça prend un petit carré sur la carte, on perd un peu de texte et puis c'est visible tout le temps et que le QR code, c'est pas forcément très beau. C'est vrai, mais avec le temps, moi qui joue avec le jeu, sincèrement, on le voit plus. C'est vraiment quelque chose qu'on oublie et que nous passe au-dessus. Quand c'est pour de la collection, je pense que c'est un peu différent parce que les cartes sont faites pour être exposées, montrées. Du coup, le côté QR code peut en effet gêner. Mais l'avantage de ce petit QR code, c'est que ça va permettre d'avoir plusieurs choses. La première chose, c'est que ça nous permet d'avoir une collection numérique. Tous les autres TCG, quand on achète des cartes, on les a en physique, on les a dans les mains, mais si on les perd, on les perd. Si elles s'abîment, elles s'abîment. Il faut les racheter. L'avantage du QR code, c'est que on va pouvoir les ajouter dans une collection numérique et cette collection numérique, par la suite, on pourra s'en servir pour réimprimer les cartes parce qu'ils ont mis en place un système de print on demand qui arrivera en fin d'année. Mais le print on demand permettra de réimprimer les cartes dont on a besoin en plusieurs exemplaires si on les a dans la collection ou même pour se les partager entre potes et jouer entre potes, on peut les imprimer en 10, 12, 20, 30 exemplaires si on le souhaite. Mais ça nous permet donc de pouvoir les récupérer. Donc même si on les perd, si on les abîme, on peut les récupérer. Alors il y aura des limitations avec certaines cartes qui sont plus rares que d'autres. Et pour éviter, je pense aussi que certains impriment énormément de cartes et vendent uniquement la carte à un prix déroutant. Ça va limiter un petit peu ça. Mais ça permet en effet de pouvoir réimprimer, donc de refaire sa collection si on a abîmé nos cartes, si on les a perdues. L'autre chose aussi, c'est que collection numérique, ça nous permet de jouer en ligne. Lors du ils nous ont annoncé qu'ils allaient faire un partenariat avec Board Game, alors Board Game Arena, qui est un site web pour jouer à des jeux de société. Est-ce que c'est vraiment un partenariat? Oui et non, parce que Equinox travaille avec Asmodée, enfin est sous la coupe d'Asmodée, et Board Game Arena appartient à Asmodée. Donc c'était un peu obvious que cela arrive. Que ça arrive. Mais du coup, ça nous permettra de jouer avec nos propres cartes sur le site de Board Game Arena. C'est ce qui a été prévu. C'est donc un sacré avantage parce que du coup ça nous permet de tester des decks à distance pour ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Ça peut potentiellement permettre d'organiser des tournois aussi à distance avec nos propres cartes et du coup sans avoir besoin de devoir justifier qu'on a bien cette carte là aussi ou qu'on puisse prendre n'importe quelle carte. Là on devra jouer avec vraiment les cartes qu'on a acquises. Et l'autre avantage que ça par rapport à d'autres jeux qui ont les doubles plateformes, c'est-à-dire numérique et physique, comme par exemple Magic, c'est que ça nous permettra de ne pas avoir à mettre d'où l'investissement sur le jeu. Parce que Magic, avec le jeu MTG Arena, propose de pouvoir acheter des cartes. Alors certes, on peut potentiellement réussir à en gagner sans vraiment acheter, mais ça demande énormément de temps. Et si tu veux être un peu compétitif sur le jeu, il va falloir que tu mettes un peu d'argent pour acheter des boosters virtuels. Là, avec Stern, l'avantage c'est que j'achète en boutique, je peux jouer en virtuel. Il n'y a pas d'achat virtuel pour les cartes. Donc c'est je trouve un des gros avantages du jeu, et c'est pour ça que je disais que c'était innovant, c'est que c'est le premier à le faire. Et donc est-ce qu'ils ont anticipé ça? Je suppose. Mais ils ont anticipé le fait de pouvoir jouer et numériquement et physiquement. L'autre avantage de cette collection numérique, c'est que la valeur réelle de la carte n'est plus sur la carte
physique, mais sur la propriété numérique de la carte. Pourquoi? Parce que pour pouvoir jouer, faire des tournois officiels du compétitif ou officiels en tout cas d'Alterne, on devra posséder les cartes dans notre collection pour pouvoir les jouer en physique. C'est-à-dire que la carte que vous voyez là, si je ne l'ai pas dans ma collection, je ne peux pas la jouer en physique. Je peux peut-être avoir la carte physique avec moi, mais si elle ne m'appartient pas numériquement, si j'en ai pas une version numériquement, je ne peux pas jouer avec. Attention, posséder la carte numériquement, ça ne veut pas dire avoir spécifiquement la carte que vous avez dans vos mains. Non. De ce que j'ai compris, sans avoir une grande certitude, c'est donc dans le QR code, il va y avoir une partie du QR code qui sert à identifier votre carte à vous, pour être sûr que quand vous la scannez, c'est pas le même QR code qu'un autre, que la même d'une autre personne. C'est vraiment cette carte-là a son propre QR code, mais il va surtout compter quand vous allez jouer en physique, c'est le bout du QR code qui dit elle s'appelle Traced Ressum et que vous en avez bien une dans votre collection. Le reste, c'est vraiment juste pour identifier cette carte spécifiquement, mais c'est pas ça qui va compter pour les tournois. Typiquement, si vous avez une carte du même nom, vous n'allez pas devoir chercher celle qui a ce QR code là pour mettre dans le deck. Non, juste vous en prenez une, tant que vous en avez au moins une dans votre deck ou pas dans votre deck, parce que le deck peut contenir que 3 cartes d'un même nom, à part cette carte là qui est un peu particulière, dont on verra après. Eh bien, vous pouvez avoir 10 cartes, mais tant que vous en mettez 3, c'est pas grave, peu importe le QR code que vous avez pris, il ne faut pas spécifiquement le QR code de ça. Donc c'est un des gros avantages. Ce QR code là permet aussi d'assurer lors des tournois que vous possédez bien les cartes, que vous les avez pas volées à quelqu'un ou autre en fait. Et même entre vous, c'est si jamais vous avez une propriété numérique mais que vous n'avez plus la carte parce que vous attendez un print on demand, vous pouvez demander à un de vos amis de vous prêter une carte, un exemplaire de la carte, et derrière vous pouvez la mettre dans votre deck. C'est pas grave parce que du coup c'est la même carte, vous l'avez bien en 3 exemplaires dans votre collection, c'est juste qu'elle n'est pas encore arrivée mais quelqu'un vous l'a prêtée, ça fonctionne. D'autres possibilités de ça, c'est que même si vous ne les avez pas dans votre collection, si vous arrangez avec des amis, vous pouvez dire à votre ami, j'ai besoin de cette carte là, est-ce que tu peux me la prêter? Et lui, normalement dans l'application, alors actuellement je crois que c'est pas possible, mais on pourra y arriver à un moment donné, c'est qu'on peut dire, je te prête cette carte là pendant X jours, X semaines, X mois, peu importe, et donc tu peux l'utiliser en tournoi pendant cette période là. C'est vraiment innovant parce que ça permet vraiment de dire, ok, t'as pas de carte, ok, je te les prête, et tu me les rendras plus tard. Au bout d'un moment, de toute façon, tu ne pourras plus les utiliser en tournoi. Donc c'est l'avantage du QR code. C'est vraiment cette flexibilité avec ce qu'on peut faire. Pareil, pour s'échanger des cartes, on va devoir se donner la propriété numérique pour dire ok, je te vends cette carte-là, je te donne cette carte-là, peu importe. Et ok, je prends mes cartes, je vais sur la carte, là par exemple si je clique sur accéder aux détails, hop là, évidemment, ça décide de pas fonctionner. Voilà. Là, je suis pas dans ma collection, mais normalement vous avez le bouton donner qui va apparaître. Si je vais dans ma collection, dans n'importe quelle carte, j'accède aux détails. Voilà, j'ai le petit bouton donner ici, qui me permet de dire ok, cette carte là je vais la donner à un tel, je vais mettre son pseudo, il faut que je l'ai dans ma liste d'amis. Et derrière, je lui envoie, la propriété lui appartient, elle ne m'appartient plus, par contre j'ai toujours la carte physiquement chez moi. Après c'est un accord, c'est soit vous lui donnez la carte directement, soit il se la réimprimera plus tard. Donc c'est la force pour moi, une des plus grosses forces du jeu d'Alterne, c'est ce QR code qui permet une grande flexibilité au niveau des cartes et un échange beaucoup plus facile au niveau des cartes. Idem, il y aura un marketplace qui arrivera là-haut, à venir, il n'est pas encore arrivé. Il y aura un marketplace qui va arriver où c'est pareil, vous pourrez dire cette carte-là, je les vends. Ils vont dans le marketplace, vous mettez votre prix, et les gens qui vous l'achètent, ils viennent, ils la payent, et automatiquement la propriété se transférera, vous recevrez l'argent. C'est vraiment quelque chose de fort. Une autre des particularités du jeu, c'est que les cartes, quand vous ouvrez des cartes, à part pour le Kickstarter qui est vraiment particulier, quand vous ouvrez des cartes, il n'y aura aucune carte brillante. Vous allez recevoir ce qu'on appelle des folders. Les folders, c'est de petites cartes que vous allez scanner. Il y a des cartes foiler communs, foiler rares, foiler uniques. Des petites cartes que vous allez scanner et ces cartes vont s'ajouter dans votre collection. La carte physique, on n'en a plus besoin. Mais par contre, derrière, je peux dépenser un de mes foilers commun, rare ou unique en fonction de la carte que je veux rendre brillante. Par exemple, si celle-là, je veux la rendre brillante, je peux très bien dire foiler
je vais dire, je dépense mon foiler commun, et hop là, la carte, la prochaine fois que je l'imprime, elle sera brillante. Ça, c'est pour le pimp, donc ça dépendra forcément des gens, qui veulent des cartes brillantes ou non. Une autre particularité, forcément, du jeu, ça va être les raretés qui existent. Dans la plupart des autres jeux, il y a toujours des raretés, il y a plusieurs factions. Là, c'est le même principe avec Alter. On a plusieurs factions et plusieurs raretés. En général, dans les autres jeux, c'est quand une carte existe dans une faction ou d'une couleur, elle sera tout le temps que dans cette couleur-là. Il n'y aura jamais de déclinaison, ou alors il y aura peut-être une carte un peu similaire dans une autre faction, mais il n'y aura jamais cette carte-là dans une autre faction. Là, dans Alterne, ils ont fait différemment. C'est-à-dire que chaque carte existe en version commune, chaque carte existe en version rare. Là, c'est une commune. Tu peux avoir sa même version en rare, ici. Donc, c'est toujours une de la faction rose, Lyra. Donc, commune rare. Et si je cherche, hop là, je vois que j'en ai une autre qui est rouge ici. C'est ce qu'on appelle les transfuges. En gros, chaque carte du jeu a donc une version commune rare et une version transfuge qui a été déclinée dans une seule autre faction. Là, typiquement, on voit que ma rare Lyra, cette carte-là a été déclinée dans une rare en rare. Bravo, c'est forcément une rare de l'autre côté, mais c'est une rare transfuge. Comment on peut identifier si la carte est transfuge ou pas? On va le voir, alors soit on connaît les cartes par cœur, soit sinon on le voit tout en bas, on a des numéros. La BTG-065-F. F pour Out of Faction. Donc ça veut dire qu'elle n'appartient pas à cette faction-là. Ça montre qu'elle est transfuge, ça montre du coup qu'elle est d'une autre faction, et celle-là, elle sera forcément que en rare, elle sera pas en commun chez Bravo, elle sera forcément que en rare. Les transfuges sont uniquement en rare dans la faction dans laquelle ils ont décliné, ils ne seront jamais en commun. Et il y a aussi ce qu'on appelle les uniques. Je vais dans ma collection pour vous montrer une. Hop là. Les uniques sont des cartes qui, comme le nom leur dit, n'existent qu'en unique. Celle-là en unique, évidemment. Elles n'existent qu'en unique. Donc déjà, on voit qu'ils sont un peu différentes, c'est un peu plus shiny. Ce sont des uniques. Ça veut dire que ces cartes-là, je suis les seuls à les avoir. Attention, ça ne veut pas dire que je suis le seul à avoir un Ogun, je ne suis pas le seul à avoir un brouilleur Axiom en unique, mais cette version de la carte, avec ces stats-là, avec ce coup-là, avec cet effet-là, je suis le seul à l'avoir. C'est quelque chose un peu... je trouve que ça, c'est vraiment une très bonne idée, parce que ça permet d'avoir des variations. Les uniques sont pas non plus, de ce que j'en ai vu, alors il y en a des qui sont un peu plus fortes que d'autres forcément, mais sont pas non plus extrêmement destructrices pour si on en a dans le jeu, et en plus elles sont limitées dans un jeu, dans un deck on peut en avoir que 3, donc elles ont un impact, mais elles n'ont pas un impact qui va forcément faire gagner la partie, ou si on arrive à gérer, etc. Dans tous les cas, elles sont uniques, je suis le seul à les avoir, et je peux avoir, les uniques sont uniquement des personnages qui sont soit transfuges, soit rares, et qui sont déclinés en unique. Je sais, j'ai parfaitement l'exemple là avec Wamulan. Je vois que je l'ai en violet ici et en rouge ici, donc c'est Bravos et Izmir, enfin Izmir Bravos. Et il y en a une qui est out of faction, qui est transfuge, mais qui est aussi en unique. Et l'autre qui est de sa propre faction et qui est aussi en unique. Voilà. Donc on voit qu'on peut tout avoir tous les personnages déclinés dans d'autres factions. Pour comparer aussi, je sais que j'ai par exemple ces personnages-là qui sont les mêmes, qui sont de la même faction, dans le même nom, mais comme si on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a des différences. Là, on voit que le chiffre est différent en haut de la carte, on voit que les chiffres sur la gauche sont différents, on voit que le texte n'est pas le même, il est un peu plus grand. C'est le principe des uniques. Ça, c'est l'autre particularité du jeu, et je trouve vraiment que ça permet d'être un peu à la chasse de je veux cette carte-là avec cet effet-là, etc. parce qu'il me faut ça, parce que je joue avec ça. Ça permet vraiment d'optimiser un petit peu plus son deck si on arrive à choper les cartes qu'on veut. Mais surtout, ça met un petit engouement à chasser les cartes ou à
aller chatter sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Discord et autres, dire: «Ouais, je cherche une carte qui fait ci», ou je checker un peu régulièrement: «Tiens, je vends cette carte-là. Ah ouais, celle-là m'intéresse, elle rentre pile poil dans mon deck». C'est vraiment un principe vraiment, vraiment énorme de Death, je trouve. Voilà le principe du jeu essentiellement. Le jeu, il est un peu comme Star Wars. Alors, ils ont été faits un peu en même temps, donc je pense pas qu'ils se soient copiés l'un l'autre ou autre, mais c'est dans la majorité des jeux de cartes, c'est je fais mon tour à toi, il fait son tour à moi. Dans certains jeux de cartes, on peut interagir pendant le tour de l'autre. C'est complexe parce que du coup, ça rajoute un système d'empilement de chaînes ou ce genre de choses. Ça se fait, mais c'est un peu plus complexe que d'autres. Là, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus dynamique. Un peu la Star Wars, c'est que je joue une carte, il joue une carte, je joue une carte, il joue une carte, etc., etc. Et chaque carte est une action, et dès que je fais une action, ça passe à l'autre joueur. Il y a quand même un joueur lors du premier tour, on verra un peu plus tard, mais du coup, ça s'alterne beaucoup plus dynamiquement. Il y a pas d'interaction pendant le tour adverse. Par contre, comme c'est hyper dynamique, il a juste le temps de faire une carte, et derrière, c'est à moi, je peux faire une carte, je peux potentiellement contrer la carte qu'il vient de mettre, donc c'est un peu interactif. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans beaucoup de cartes, on veut commencer. À Star Wars, il y a la gestion du premier joueur. Donc on va soit prendre le premier joueur pour jouer en premier ou pas, mais en général, on va bien aimer commencer, parce que ça peut permettre de gérer des cartes plus rapidement que d'autres. Toujours pareil, il y a des decks qui vont vouloir faire différemment, mais dans beaucoup de jeux, on va vouloir commencer, ça peut être un avantage de commencer. Dans Alterne, à la différence, c'est qu'on aime bien voir ce que l'autre fait pour pouvoir interagir derrière. Pour pas lui laisser la possibilité d'interagir. Le, le joueur s'alterne. S'alterne normalement, c'est-à-dire quand on a fini un tour, hop, on passe le jeton du premier joueur passe à un autre, etc. On va un peu plus loin dans les règles. Et du coup, ça rend le jeu hyper dynamique, et donc c'est très intéressant. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le jeu. Une autre partie un peu spécifique d'Alterne, c'est le côté un peu jeu de plateau. C'est-à-dire que c'est un jeu de cartes, certes, mais il va être très visuel parce qu'on a pas mal de jetons à positionner et autres. On pourrait faire sans. Mais je trouve que ça améliore un peu la lecture et ça évite potentiellement des erreurs. Mais sur le principe, ils auraient pu trouver un moyen de faire sans. Mais ça rajoute un petit côté, je manipule des jetons, je bouge des pions et autres. Donc c'est intéressant pour des personnes qui n'ont pas l'habitude des CG, qui ont l'habitude du jeu de plateau, et ça permet de rassembler un peu les deux mondes. Même si mécaniquement c'est essentiellement du jeu de cartes, il y a ce petit côté un peu jeu de plateau qui va être à 10%, à 5% important dans le jeu. Voilà un peu pour les spécificités d'Alter et un peu son historique. Je vous propose qu'on passe aux règles, parce que j'ai déjà commencé à évoquer des règles, donc on va tout de suite aller sur les règles. Et je vais passer sur le jeu. C'est un outil ça, qui permet de jouer en ligne. Qui est assez utile, ça simule une table de jeu où on peut mettre nos cartes et jouer en ligne avec d'autres personnes. Donc ça me permettra de vous présenter le jeu comme ça, plutôt que de voir une caméra du dessus, parce que j'ai pas énormément de place et j'ai pas encore beaucoup de caméras, mais ça viendra par la suite. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous réponds. Sinon, on continue. Alors, Alterne, le principe du jeu, c'est quoi? On a une rivière en plein milieu entre les deux joueurs. On voit avec 5 cartes, 2 extrémités, donc un côté héros, on voit ici. Un côté... Hop, le chat gêne un petit peu peut-être. J'ai le chat. Un côté compagnon, ici. Le lore un petit peu du jeu, c'est que l'imaginaire, je connais pas le lore complet, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais l'imaginaire vient se mêler au monde, à notre monde, et du coup on va avoir beaucoup de personnages de fiction dans les cartes, c'est parce que cet imaginaire vient se lier à notre monde. Et notre personnage, notre héros, a perdu son compagnon. L'idée, c'est que les deux arrivent à se retrouver. Pour ce faire, il faut réussir à faire en sorte que les deux jetons se retrouvent à un moment donné au même niveau. Si on arrive à faire ça, on a gagné la partie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, comment ça va fonctionner?
pouvoir avancer sur d'une case, il va falloir être majoritaire sur un des biomes qui est indiqué sur la carte. Là, si vous voyez, la première carte de chaque côté d'ailleurs, c'est forcément forêt, montagne, eau. Les 3 biomes qui existent, il n'y aura que ces 3 biomes-là. En tout cas, sur le premier set, il n'y aura que ces 3 biomes. L'idée, c'est qu'il faudrait être majoritaire sur au moins un des biomes qui est présenté sur la carte. Il ne faut pas être majoritaire sur 2 biomes et par rapport à l'autre. Non, il faut être majoritaire sur un des biomes. C'est-à-dire que si l'autre joueur est majoritaire sur la forêt et que moi je suis majoritaire sur la montagne et sur l'eau, bah c'est pas grave, il avance quand même. C'est juste, il faut avoir une des majorités sur un des biomes indiqués. Comment on fait pour être majoritaire sur un des biomes? On va devoir jouer des cartes. Les cartes qu'on va pouvoir jouer, on a plusieurs types. Évidemment, je ne vais pas avoir en main les autres. On va avoir ce qu'on appelle des personnages. Personnages, je ne sais pas si vous voyez bien. Ne pas me dire si c'est trop petit ou autre. Là, on a la navigatrice Lyra. On voit que sur le côté, on a la représentation de ces 3 biomes. On a la forêt qui est actuellement à 0. On a la montagne qui est actuellement à 0. Et on a l'eau qui est actuellement à 4. Ça veut dire que quand je vais jouer cette carte, ça va me rapporter 4 en eau. Et comment je décide de jouer côté pour faire avancer mon compagnon ou mon héros? Eh bien, c'est les 2 zones de jeu qui sont à gauche et à droite de la carte centrale. Ces 2 expéditions, on appelle ça des expéditions, donc ces 2 zones de jeu, ce sont des expéditions. Si c'est à gauche de mon personnage central, de mon héros, de mon héros, il va faire avancer le jeton de gauche. Si c'est à droite, ça va faire avancer le jeton de droite. C'est aussi simple que ça. Même si mon jeton de droite est à ce niveau-là, il fera avancer le jeton de droite si je joue à droite. Donc si je joue ici, il fera avancer le jeton à tête de loup ici. Si je joue ici, il fera avancer le jeton à tête humain ici. C'est comme ça qu'on va pouvoir gagner de la force. Là, si je suis à 4 en eau, je peux mettre 4. Il suffit que l'autre en face mette juste 1 et il avancera. Voilà. Maintenant, comment on va jouer des cartes? Eh ben, c'est assez simple. En haut de la carte, on voit qu'on a 2 bulles, une bulle bleue et une bulle rose. En général, c'est une bulle bleue toujours et une bulle de la couleur de la faction. Ça rappelle un peu la faction du coup. Là, on voit qu'il y a 2 et 3. Dans Alterne, à la différence de d'autres jeux de cartes. Salut Romain. À la différence des autres jeux de cartes, dans Alterne, les personnages qu'on va jouer ne vont pas rester en jeu. Dans Magic, ils restent en jeu. Dans l'Orcana, ils restent en jeu. Dans Pokémon, ça reste en jeu. Dans Alterne, non. Ils vont être jouables 2 fois, avec des particularités, avec des petites particularités quand même, parce qu'il y en a qui peuvent rester plus qu'un tour sur le terrain, mais en général, ils vont être jouables 2 fois. Une fois potentiellement de notre main, que je viens de le récupérer, et une fois de la réserve. La réserve, c'est quoi? C'est que quand je l'expliquerai un peu après. Pour pas vous embrouiller. Donc, quand je vais jouer une carte de ma main, je vais devoir payer 2 ressources. Et là, c'est la petite bulle bleue pour les cartes de la ressource. Maintenant, comment on fait pour avoir des ressources? Eh ben, c'est assez simple. Au début de la partie, on va piocher 6 cartes, comme ici. Et on va devoir choisir, parmi ces 6 cartes, 3 cartes à mettre dans nos ressources. On va les prendre, on va les retourner, et on va les mettre dans la petite zone qui est en dessous, la zone mana, qui représente les ressources qu'on va pouvoir dépenser pour jouer des cartes. Au début de la partie, on commence déjà avec 3. Ah. Celle-là, hop. Celle-là. J'ai mes 3 ressources. Maintenant, pour jouer ma carte, on va reprendre celle que je voulais jouer, celle-ci. Je vais pouvoir la jouer en payant 2 ressources. J'incline mes ressources pour dire que je les ai utilisées. Et ça me permet de payer la carte qui est ici, dans l'expédition qui m'intéresse. Et ça me rapporte une force dans les biomes indiqués. Là, seulement en eau. Mon adversaire va faire la même chose. Ça revient à mon tour. Si je vois que j'ai encore un de mana, une orbe de mana disponible, ça s'appelle des orbes de mana, ça génère du mana.
Du coup, j'ai encore une orbe de mana disponible. Si jamais j'ai une carte à 1 qui vient de ma main, je peux la jouer. Si j'avais une carte à 1 qui vient de ma réserve, je peux la jouer aussi. Pour le moment, c'est le début du tour. Il n'est rien. Je vais donc dire je passe. Une fois que j'ai une passée, je ne pourrai pas rejouer. Ça veut dire que je dis fin de mon tour. Mon adversaire, si lui a encore une carte qu'il peut jouer avec le mana qui lui reste, il peut jouer. Et il peut finir de continuer de jouer tant qu'il a du mana et qu'il peut jouer des cartes. Il n'est pas obligé de jouer tout son mana, il n'est pas obligé de toutes ses cartes, parce qu'il faut aussi savoir économiser le mana, donc ça va être l'intérêt d'Alterd aussi, c'est de savoir gérer ses ressources. Une fois qu'il a passé, fin du tour, on compare nos forces, et celui qui est majoritaire sur tel côté, s'il est au moins majoritaire sur un des biomes, on avance. C'est simple que ça. Si j'avance, hop, je vais retourner la carte sur laquelle j'avance, parce que le début et le terrain sont aléatoires. On a 3 cartes qui sont toujours les mêmes. Pour le moment, il n'y en a que 3. Est-ce qu'il y en aura d'autres par la suite? On ne sait pas. C'est pas impossible qu'ils fassent avec peut-être des effets d'arrivée sur la case. On ne sait pas. On n'a pas d'infos. Actuellement, on a 3 cartes. Ils ont toutes un peu la même le même algorithme. C'est-à-dire que toujours une carte avec 2 biomes et une carte avec un biome. Là, on sait par exemple que sur la case sur laquelle est mon jeton humain, je devrais avancer uniquement avec de l'eau. C'est-à-dire que je sois majoritaire en eau pour pouvoir avancer. C'est-à-dire avoir d'autres stats dans les autres valeurs ne m'apportera rien à moi, à mon pion. Par contre, il peut faire en sorte que j'empêche l'autre d'avancer. Mais si l'autre a besoin, lui il n'a pas bougé, il a toujours besoin des 3 biomes. Si j'arrive à le surpasser en forêt, en montagne, ou être égal pour les deux, et moi être majoritaire en eau, bah lui n'avancera pas. Par contre, moi je continuerai d'avancer. C'est pas parce que sur mon terrain, moi, je n'ai pas les autres biomes qu'ils ne comptent pas. Ils comptent pour contrer l'adversaire. Par contre, ils ne compteront pas pour moi pouvoir avancer. C'est cette mécanique-là qu'il va falloir comprendre parce que c'est important pour le jeu et pour vos décisions aussi. Parce que typiquement, si je veux être majoritaire, je vais peut-être pas jouer une carte qui a 0. Je pourrais potentiellement jouer cette carte-là qui a 3-3-3 pour essayer de le bloquer au prochain tour. Et moi, me permettre d'avancer. C'est vraiment important de comprendre cette mécanique-là, parce que c'est une des mécaniques importantes du jeu. Toujours pareil, bien comprendre sur quel côté je vais jouer. C'est-à-dire que lui, il veut faire avancer son bonhomme héros, il faut que je joue dans l'expédition héros. Et si son jeton est à gauche, je dois jouer à gauche. S'il est à droite, je dois jouer à droite. Donc, je reprends sur la rivière, donc c'est toujours 2 biomes, un biome, et en général, ça s'alterne. C'est-à-dire que là, je suis sur une case où il n'y a que de l'eau, ça veut dire que dans les autres cases, il y aura une case où il n'y aura que de l'herbe, et une case où il n'y aura que de la terre, que de la montagne. Ça s'alterne, on a toutes les combinaisons possibles de biomes. Une fois que le tour est terminé, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a ici, c'est en anglais malheureusement, on a un petit descriptif. On a plusieurs phases, j'expliquerai un peu, je pense un peu plus les phases après. Là, je vais vous faire un grosso modo du jeu. C'est qu'on va passer à la phase suivante, ça veut dire qu'on va un peu redresser tout ce qu'on a utilisé. On va prendre les cartes qu'on a jouées, les mettre cette fois-ci dans la réserve, sauf s'ils ont un jeton fugace pour lequel on viendra après. Mon personnage donc, que j'ai joué une première fois, une fois qu'il quitte l'expédition, parce qu'il ne reste qu'un tour, il n'a pas d'effet particulier qui permet de rester, donc il va quitter l'expédition, il va aller dans la réserve. À ce moment-là, si je veux le rejouer, il faudrait que je paye le deuxième coup qui est en dessous de la bulle bleue. Il faudra que je paye 3 pour pouvoir rejouer la carte et la remettre en jeu. Elle va rejouer, on va remonter les points, etc., etc. Mais je ne suis pas obligé de jouer cette carte-là. Cette réserve, c'est une réserve, une deuxième main si on veut dire. Par contre, c'est une main avec lequel l'adversaire va pouvoir interagir plus facilement parce que lui, il voit les cartes qui sont en réserve et il y a des capacités qui permettent de dire cette carte-là, elle dégage. Ou tu la reprends en main. Enfin, il y a des moyens d'interagir avec la réserve plus facilement qu'avec la main. Là, dans le premier set, c'est impossible qu'on puisse interagir avec la main par la suite. Et là, à l'heure actuelle, c'est plus facile d'interagir avec la réserve qu'avec la main. Et du coup, ma carte va en réserve, donc je vais pouvoir jouer. On va passer le jeton premier joueur à l'autre joueur, qui sera le premier joueur sur ce tour-là. Le jeton premier joueur, même si on joue un tour, va avoir des incidences sur le déclenchement de certaines capacités à certains moments du jeu. On n'a pas les détails exacts des règles, c'est-à-dire on n'a pas les comprehensive rules qui arriveront
certainement plus tard, c'est les cartes détaillées, les effets détaillés, savoir comment ils s'appliquent. On sait juste au niveau des règles principales, c'est que quand on rentre dans une phase, en général, on va avoir la phase du matin, du midi, de l'après-midi et du soir, ou du crépuscule et du soir. Et ben, il y a des effets qui peuvent se déclencher au matin, au midi, ou à l'après-midi, au crépuscule et au soir. Ces effets-là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est marqué à midi, je fais ça. Dans ces cas-là, c'est d'abord le joueur qui a le jeton premier joueur qui fait ses effets s'il en a. Puis on voit le deuxième joueur s'il a des effets, qu'il les fait s'il en a. Puis après, on continue le déroulé de la phase. C'est important à comprendre ça parce que ça peut avoir un impact sur le pouvoir. Typiquement des cartes qui peuvent interagir avec la réserve qui se déclenche à midi. Bah, si vous avez, vous, un effet qui permet de dégager cette carte en réserve pour faire quelque chose, bah, ça peut être intéressant de le faire avant que lui puisse vous la dégager, s'il a un effet qui permet de le faire. C'est donc important de bien suivre ce rythme-là. C'est-à-dire que là, ça on est sûr, c'est bien écrit dans la règle, c'est au midi, je crois que c'est les effets, c'est à midi, après-midi au crépuscule. Ces effets-là se déclenchent dans l'ordre du tour. Il y a d'autres effets qui disent quand ça quitte l'expédition, il se passe des choses. Là, on n'a pas encore vraiment de détails. Dans la logique, ça serait aussi dans l'ordre du tour, mais on n'a pas encore de détails officiels sur ça. Enfin, donc, il faut attendre les comprehensive rules pour ça. Donc, on a fini le tour. Qu'est-ce qui se passe quand on va commencer un nouveau tour? Et bien, quand on commence un nouveau tour, on va piocher 2 cartes. Hop là. On pioche 2 cartes. À alterne, à chaque tour, on repioche 2 cartes en fonction des héros. Alors là, je fais un tour normal. Le héros que j'ai montré au milieu est un peu particulier. Il change cette règle-là, mais normalement, on pioche 2 cartes. Et parmi toute notre main, et pas seulement parmi les 2 cartes qu'on a piochées, parmi toute notre main, on va pouvoir choisir une carte qu'on va remettre en mana. On n'est pas obligé de le faire. Après, au début de la partie, c'est toujours bien de le faire. On choisit une carte à mettre en mana. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est pareil, c'est dans l'ordre du tour. C'est d'abord le premier joueur choisit s'il met une carte en mana, puis le deuxième joueur. Parce que ça peut avoir un impact sur votre décision. Si jamais le premier joueur n'en met pas, peut-être que vous allez vous dire, bah s'il n'en met pas, c'est qu'il a peut-être des... Soit il n'a pas beaucoup de cartes, ou alors il a des trop gros coups, ou c'est pas intéressant, ou je ne sais pas. Vous allez pouvoir prendre des décisions en fonction de s'il met ou pas en réserve. Toujours pareil, ça dépend à quel stade du jeu on est. En général, en début de partie, on va essayer de monter à 6, 7 de mana. Des joueurs, il va s'en sortir avec ça à peu près, d'autres vont devoir vous mettre un peu plus. Cela, ça sera à votre choix en fonction de votre deck et autres. Donc on a choisi nos cartes à mettre en mana, et puis là on recommence le tour, c'est-à-dire que le premier joueur joue une carte, puis moi je joue une carte, puis le premier joueur, puis moi, jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Et fin. Et après on refait un nouveau tour, on pioche 2 cartes. Et voilà, la mécanique d'Alterne, ça va être ça, jusqu'à ce qu'on arrive à faire regrouper nos 2 jetons et pour gagner la partie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on joue des cartes de la réserve? Parce que je vous ai dit que les cartes peuvent être jouées que 2 fois. Parce que quand on la joue de la réserve, on va lui mettre un jeton fugace. Le jeton fugace, quand on a un jeton fugace, ça veut dire qu'à la fin du tour, quand je dois normalement aller en réserve, quand la carte doit aller en réserve, ben en fait, elle va dans la défausse. Ce jeton fugace, c'est juste pour c'est essentiellement pour se rappeler qu'on l'a joué de la réserve, mais n'est pas que, parce qu'il y a des cartes qui permettent d'interagir avec ce jeton fugace, potentiellement pour le retirer, ou potentiellement pour défausser la carte tout de suite, qui a le jeton fugace. Il y a des effets comme ça qui disent renvoyer une carte dans la réserve. Si jamais la carte renvoyée a fugace, comme le jeton fugace l'empêche de retourner dans la réserve, elle va dans la défausse. A l'inverse, si vous avez une carte qui renvoie en main, et ben elle perdra le jeton fugace, elle revient dans votre main et vous pourrez la rejouer, à la fin du tour, elle retournera en réserve et pourrez la rejouer de la réserve, etc. etc. Et toute cette mécanique est intéressante et importante à prendre en jeu. Et c'est une partie du sel du jeu, c'est tous ces jetons, toute cette interaction qu'il peut y avoir. Mais le principe c'est ça, c'est je joue une carte de ma main, elle n'a pas fugace, je la rejoue de la réserve, elle a fugace, à la fin du tour, elle part. Il peut y avoir dans le jeu des cartes comme ça, hop là, qui sont qu'on appelle des sorts. Donc on a vu les personnages qui, elles, permettent de faire avancer l'expédition. C'est d'ailleurs essentiellement les personnages qui vont faire avancer les expéditions pour gagner la partie. Donc le deck, la majorité du temps, va être composé essentiellement de personnages et d'un peu moins de sorts,
et permanents qu'on verra après. Je sais pas s'ils en ont mis dans le jeu là, il faudra que je regarde, mais normalement il y a des permanents. Un autre type de carte qu'on verra juste après. On a donc des sorts. Les sorts, c'est quoi? Les sorts, c'est je vais payer son coût, soit de la réserve ou de la main. Je vais le jouer. Je vais appliquer son effet. Et après, soit il va en réserve, soit il va dans la défausse. Là, comme on le voit pour cette carte-là, que je l'ai dans la main ou qu'elle soit en réserve, elle a fugace de base. Ça veut dire que quand je ne pourrai la jouer qu'une seule fois. C'est-à-dire quand je vais la jouer, elle va aller, au lieu d'aller en réserve, vu qu'elle ne peut pas aller en réserve, elle va aller directement dans la défausse. J'expliquerai un peu plus tard les effets, mais pourquoi elle pourrait arriver dans la réserve, et c'est pour ça qu'elle a un coût de réserve, c'est parce qu'il y a des effets qui permettent de mettre des cartes dans la réserve. Si c'est un effet qui met une carte de la réserve, tant que c'est pas je viens du jeu, du terrain de jeu, et je vais en réserve, elle va pas dans la défausse. Si c'est une carte qui dit vous prenez une carte de votre main, vous la mettez dans la réserve, vous prenez la première carte de la pioche, vous la mettez dans la réserve, tant que c'est ça, si elle arrive dans la réserve, vous pouvez la jouer de la réserve. Ça ne t'empêche pas, même si elle a fugace. C'est juste que quand vous la jouerez, vu qu'elle a fugace, elle ne reviendra pas en réserve, qu'elle vienne de la main ou de la réserve. C'est important à prendre en compte ça aussi, parce que le ravitaillement, c'est l'effet qui est d'ailleurs en dessous, ravitailler. Ça permet de mettre des cartes en réserve un peu gratuitement, et des cartes qui ont fugace, même s'ils ont fugace mais qui sont en réserve, c'est pas grave, parce que c'est un effet de ravitaillement qui l'a ramené. C'est pas j'ai les joué, elle a quitté le jeu, et du coup elle aurait dû aller en défausse. Non. Donc les sorts, c'est en général, on va les jouer une fois, potentiellement deux pour certains sorts. Est-ce que j'en ai un qui se joue deux fois? Oui, celui-là. Celui-là, il n'a pas fugace, ça veut dire que je vais pouvoir le jouer une première fois de ma main pour 2, une deuxième fois de la réserve pour 4. Donc le sort, c'est le même principe que les personnages. Soit ils ont fugace, soit ils l'ont pas, mais de toute façon, quand j'ai joué une première fois qu'il va en réserve, il prend fugace, quand je vais le rejouer une deuxième fois, il va partir de la défausse. Pour ce sort-là, typiquement, hop là, pour ce sort-là, je vais le jouer de la main, il va aller tout de suite en réserve. Vu que c'est pas une carte, vu que c'est pas un personnage, vu que c'est pas un permanent, il ne reste pas sur le terrain. C'est je l'ai joué, j'applique son effet, et normalement il quitte le jeu. Et comme il quitte le jeu, et qu'il n'a pas fugace, il va en réserve. Et à ce moment-là, je peux tout de suite le rejouer. C'est-à-dire que si j'ai le mana suffisant, je peux faire une première fois je le joue, une deuxième fois je le rejoue. C'est pas impossible, c'est pas interdit. Tant qu'il n'a pas fugace. Celui-là, la différence, vu qu'il a déjà fugace naturellement, je ne pourrai le jouer quoi qu'il arrive qu'une seule fois. Hop là. L'autre type de carte qui existe, que je ne vais pas avoir dans ce deck là, évidemment. Hop. Un deck tout fait du jeu, c'est pour ça que j'ai pas forcément toutes les cartes. On va les voir ici. On va rester sur les violets. On a, comme on peut le voir ici, des cartes de permanent. C'est permanent. Hop, si je le prends avec moi. Hop là. Le permanent, il va aller dans une zone spécifique permanent. Il va avoir un effet en continu, qui peut être soit un effet passif, soit un effet activé. Je vais pouvoir utiliser tout au long de la partie. Tant que le permanent est là, bien évidemment. Il y a toujours pareil, il y a des cartes, des moyens de gérer les permanents, de dire, tiens, ton permanent, tu le défausses, tu le reprends en main, peu importe. À tout moment du jeu, actuellement, quand on le voit, ce qui définit notre faction, ça va être notre héros qui est là, que je n'ai pas encore expliqué. Il va lui aussi avoir un pouvoir, un nom et un... Il a deux noms d'ailleurs, c'est parce qu'il a le héros et le compagnon. Typiquement, si je devais dire, le jeton là qui est le héros, c'est Fen. Le jeton là qui est le compagnon, c'est Crowbar, comme on peut le voir ici. Quand on regarde un peu en dessous les cartes, en dessous de l'illustration, pardon, on voit que c'est marqué réserve avec 2 carrés, repère avec 2 carrés. Les repères, c'est les permanents. Ça veut dire qu'à la fin de notre tour, quand on a tous passé et qu'on doit un peu clean le terrain, à la fin de mon tour, il devra me rester seulement 2 cartes en réserve et seulement 2 cartes en repère. Vu qu'il y a des symboles et que c'est indiqué sur les cartes, il y a de fortes chances que par la suite, on ait des héros qui ont peut-être 3 en réserve, 1 repère, ou 3 repères, 1 en réserve, voire 0 en repère et 4 en réserve, on ne sait pas. C'est pas impossible qu'on ait ça dans le futur. À l'heure actuelle, tous les héros, ils ont 2 et 2. Ça veut dire que, si à un moment donné, on va retirer ce jeton de fugace,
me retrouve comme ça à la fin de mon tour et là que tout le monde passe, et ben je vais devoir choisir lesquels je garde en réserve. Imaginons, je vais dire, ok, celui-là, je vais le dégager, je vais le mettre dans ma défausse. Hop là. Et je garde ces deux-là. Je ne pourrai en garder que deux à la fin de mon tour. Par contre, si tant que je suis dans mon tour, je suis en train de jouer, je peux avoir 5, 10 cartes en réserve. C'est pas grave. Tant qu'à la fin du tour, je remets tout à 2. C'est rare que ça arrive à 10 en réserve. Ça peut arriver à 4, 5, je pense, en réserve, mais dans le principe, c'est qu'à la fin du tour, je redescendrai quoi qu'il arrive à 2. Il faut faire attention aussi à sa réserve, il faut apprendre à la gérer. Pareil pour les permanents. Je peux très bien voir 2 permanents, on joue un troisième, faire ses effets parce qu'il a des effets qui s'activent ou qui sont passifs avec ce que je vais jouer, etc. Mais de toute façon, ça va compter. Par contre, à la fin du tour, je devrais en défausser un. C'est intéressant, ça peut faire des fois des gros tours, mais ça me fait perdre aussi une carte. Donc, c'est des choix à prendre en compte. Voilà. Voilà pour le principe du jeu. C'est je joue des personnages, j'avance, je dois faire en sorte que mes personnages se réunissent pour gagner la partie. Hop, voilà. On va un peu parler de ce qui se passe un peu en fin de partie. Imaginons sur la partie, on est comme ça. Donc le rouge, il a besoin d'avancer de 1 et 2 d'un côté ou de l'autre, ou un de chaque côté, pour qu'ils se réunissent. Donc il doit avancer des deux côtés des expéditions. Moi, je n'ai besoin que d'avancer que d'un des côtés pour gagner. Ça, c'est le principe de la fin de partie, là, actuellement. Si jamais le rouge arrive à avancer de côté et moi de un côté, on arrive sur une égalité. Bon, il n'y a pas de draw à Magic, il n'y a pas d'égalité à Magic à Alterne, il n'y a pas d'égalité. On va avoir un système pour départager. Je vais l'expliquer juste après. Si à l'inverse, il n'arrive pas à avancer de 2, il avance que de 1 et moi j'avance de 1, bah, c'est moi qui rejoins en premier, j'ai gagné la partie. L'autre cas de figure qu'il peut y avoir, c'est lui il arrive à avancer de 2, moi j'arrive à avancer de 2. Donc, ce qui se passe, c'est que mon jeton va dépasser l'autre. À la fin de la partie, si les deux ont réussi à se réunir à minima, on va regarder si un a dépassé son jeton. S'il a été plus loin que juste se réunir, eh ben, il gagnera. Si les deux sont allés plus loin, eh ben, c'est celui qui a le plus d'écart avec son autre jeton qui gagne. Si jamais les deux ont le même écart, dans ces cas-là, on passe dans le système de l'égalité. Ils n'ont pas mis le terrain. Et ils n'ont pas mis le terrain égalité. Une carte ailleurs que j'ai pas vue. Bref. Le terrain, l'égalité. En fait, l'égalité, en cas d'égalité, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre les jetons. Il va y avoir normalement, il y a une carte qui est au dos d'un des deux, soit compagnon, soit héros, je ne sais plus lequel, qui permet de mettre un terrain où en fait on aura 4 ronds. Les ronds qu'on a ici sur compagnon et héros, on aura les 4 ronds sur une seule et même carte. À ce moment-là, on met nos deux jetons dessus. Et là, c'est plus question d'avancer. Et là, c'est plus question d'être au moins majoritaire sur une expédition. Là, il va falloir être majoritaire sur 2 des 3 expéditions pour gagner. Et comment ça se passe? C'est qu'on va jouer nos cartes toujours pareil, à gauche ou à droite. Ça n'a pas un gros impact, à part peut-être pour certaines cartes, qui vont impacter peut-être une expédition plus que l'autre. Et sinon, ça n'a pas un gros impact. Le but, c'est qu'on va cumuler les forces des 3 biomes. C'est-à-dire que on va regarder de chaque côté les forces en forêt, de chaque côté les forces en montagne, de chaque côté les forces en eau. Et si un des joueurs est majoritaire sur 2 biomes, à ce moment-là, il gagne la partie. Si c'est pas le cas, on recommence. Et on recommence et on recommence jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Là, c'est les règles de base. Après, ça peut être adapté en tournoi potentiellement avec une personne qui va gagner. Mais les règles de base, c'est on continue jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Donc normalement, il n'y a pas d'égalité alterne. De ce que j'ai vu, des parties que j'ai faites avec des amis en ligne et autres, ce que j'aime beaucoup avec le jeu, c'est que je trouve que ça reste assez équilibré parce que souvent, un va réussir à gagner alors que l'autre il est à une case ou deux, donc il y a vraiment très peu d'écart. C'est pas je suis encore au tout début et tu as réussi à gagner, c'est rarement ça.
Ça m'est même arrivé très souvent d'aller sur la phase d'égalité, c'est-à-dire on s'est tous les deux croisés, etc. C'est vraiment... Le jeu alterne est vraiment bien à ce niveau-là. Je trouve qu'il est vraiment équilibré pour tous. Voilà le principe du jeu. Et à chaque fois, on pioche 2, on met une en mana, on joue nos cartes jusqu'à ce qu'on puisse plus. On fait à toi, à toi, à toi, à toi. Ah, j'ai plus de mana, je passe. À toi, ah, je peux encore jouer, je continue, je continue, je continue. Je te bats, je te bats, etc. On avance, etc. On appuie bien toutes les phases. Et donc les phases, c'est là qu'on va arriver dessus. Hop, on va avoir... Alors c'est en anglais, mais du coup, c'est le matin. Le matin, ce qui se passe, c'est au matin qu'on change le jeton premier joueur. Puis, on redresse toutes les cartes. Puis, on va piocher 2 cartes. Et on va mettre une en mana. Ça, c'est la phase matin. La phase d'après, noon, c'est midi. À midi, la seule chose qu'on fait, c'est appliquer des effets. Il y a des cartes qui vont avoir des effets qui se passent à midi. Je reviendrai sur tous les effets qui existent un petit peu sur Altered dans la dernière partie, où je décrirai un peu tous les mots-clés qu'il peut y avoir dans le jeu. Et les effets qu'il peut y avoir aussi. Mais voilà. Donc à midi, on applique les effets des cartes qui disent à midi, faites ci. Et on passe à la phase après-midi. La phase après-midi, c'est là, premier joueur va jouer une carte, jouer une autre carte, etc. Et on va alterner. Ce que je n'ai pas dit, parce que là on le voit, il y a une petite ligne avant de jouer nos cartes, c'est faire une action rapide. Faire des actions rapides, qu'est-ce que c'est? Les actions rapides, ce sont toutes les cartes qui ont ce symbole-là qu'on peut voir ici sur la carte. Ce qui veut dire, celle-là, je peux l'incliner pour faire son effet. Là, typiquement, l'effet, ça dit le prochain sort que vous jouez, ce tour est gratuit. Typiquement, ce sort-là, qui est un sort. Si j'incline ça et que je laisse ce sort-là en main, je peux le jouer gratuitement. Une fois qu'il est incliné, je ne peux pas réutiliser son effet. C'est-à-dire que on va attendre que je le redresse pour pouvoir faire son effet. Mais ça, c'est une action rapide. Ça ne compte pas comme une action qui va repasser la main au joueur adverse. Non. Une action rapide, c'est-à-dire que je fais mon action rapide, puis je peux jouer une carte de ma main après derrière en payant les coûts en mana. On va avoir d'autres cartes qui vont avoir des effets rapides. Là-dedans. Là, oui. Hop. On peut avoir des cartes, d'autres types de cartes d'action rapide. Donc on a, comme je l'ai dit, ce symbole-là. On a ce symbole-là. Et donc j'incline. Le petit symbole-là, c'est j'incline la carte pour faire son action rapide. Puis après je joue une carte. Ou je passe mon tour. Vu que c'est au début de la phase, je peux faire l'action rapide, passer mon tour. Attention, les actions rapides, il faut bien les faire avant de jouer une carte. Dès que vous avez joué une carte, ça passe au joueur adverse. Donc les actions rapides, c'est avant de jouer une carte, on fait les actions rapides qu'on veut faire. On joue une carte, on passe la main. Ou alors, on fait nos actions rapides et on passe notre tour. On a le droit. Vu que c'est au début de la phase. On a donc l'autre effet action rapide, c'est celui-là, avec ce petit symbole de croix. Ça veut dire quoi, ce petit symbole de croix? Ça veut dire que si cette carte est en réserve, je peux, au lieu de la rejouer de la réserve pour 5 et avoir ces stats-là sur le terrain, je peux dire, ok, je m'en débarrasse, je le mets dans la défausse, mais en contrepartie, je fais l'effet du bandeau en dessous. Il dit là, un personnage ciblé de coup de main 3. Donc coup de main 3, on va regarder la petite bulle bleue et non pas la bulle rose, même si je l'ai joué de la réserve. C'est pas grave, c'est la bulle bleue qui compte. Ou moins, gagne en crée. C'est un effet que j'expliquerai plus tard. Donc j'applique cet effet-là, je fais cet effet-là, mais j'ai perdu une carte de ma réserve pour le faire. Mais ça peut des fois faire avancer dans un plan de jeu, booster, créer des créatures plus fortes ou les faire en sorte qu'ils restent sur le terrain. Ça peut avoir son intérêt de le faire. C'est même des fois, des jeux vont tourner beaucoup autour de ça. Ça, c'est les actions rapides. Et donc, pendant l'après-midi, à mon tour, je peux faire une action rapide ou plusieurs, puis jouer une carte. Je ne peux pas refaire d'action rapide après. Donc après, je passe à mon joueur adverse. Quand ça revient à moi, je peux, si j'ai encore des actions rapides et que je veux faire d'autres actions rapides, je peux faire une action rapide, rejouer une carte. Et ça part à mon adversaire. Puis quand ça revient à moi, je peux faire une action rapide et dire ok, je fais une action rapide là, puis j'ai plus rien à jouer, je passe. Puis mon adversaire fait la même chose, et une fois qu'il a passé, on finit notre tour. Voilà. C'est ça, les actions rapides qui se font pendant l'après-midi. Une fois qu'on a tous passé la phase d'après-midi, on va arriver sur la phase crépuscule. La phase de crépuscule, c'est la phase où on va comparer les stats. Mais avant ça,
Comme il y a des phases qui disent à midi, je fais ça, et ben au début de la phase de crépuscule, on va avoir des effets qui peuvent se déclencher au crépuscule. Je fais ça. Les effets, je les applique au début de la phase de crépuscule avant de comparer les stats. C'est important parce qu'il y a un permanent qui permet un peu de contrer les règles de victoire que vous découvrirez par la suite. Peut-être qu'on fera découvrir un peu des cartes en live pour voir un peu d'autres mécaniques. Mais il y a une carte de permanent qui permet de gagner sans avoir besoin de croiser les jetons. Et à cet effet-là, en général, et pour gagner, en général, c'est au crépuscule. Si j'ai ces conditions-là, je gagne la partie. Mais il peut y avoir d'autres effets qui disent au crépuscule, je crée un jeton, au crépuscule, je peux ravitailler, au crépuscule, je peux piocher. Il peut y avoir plein d'effets différents au crépuscule. Et c'est au début de la phase de crépuscule qu'on le fait. Une fois qu'on a fait nos effets, et toujours pareil dans l'ordre du premier joueur, donc celui qui a le jeton premier joueur fait ses effets crépuscule, puis après celui qui n'a pas le jeton. Et à ce moment-là, quand on a appliqué nos effets, on va comparer les forces, on voit qui avance, qui n'avance pas, ou si tout le monde avance. Et on arrive à la phase de nuit. Et à la phase de nuit, c'est pareil, on fait les effets de nuit, on voit ce qui se passe. On met tous les personnages qui étaient en jeu en réserve. On peut appliquer les effets qu'il peut y avoir à ce moment-là. On peut garder jusqu'à 2 cartes de la réserve, oui c'est ça. On peut garder jusqu'à 2 cartes de la réserve et jusqu'à 2 permanents et on défausse le reste. Voilà pour les phases. Normalement je ne me suis pas trompé. Est-ce que ça doit bien être crépuscule? Night c'est la nuit pour moi. Si je me suis pas trompé c'est ça. En anglais j'ai un petit doute. Voilà pour le principe des phases. Normalement si vous avez participé au Kickstarter, vous avez tous eu des cartes dans les decks de démarrage. Si vous n'avez pas participé au Kickstarter, n'hésitez pas à prendre un deck de démarrage qui sont vraiment très bien. C'est pas des decks de démarrage comme d'autres TCG où il va falloir acheter beaucoup de cartes pour vraiment l'améliorer. Là, il est vraiment bien naturellement et on a moyen de l'améliorer pour peu de cartes en vrai. Et dedans, vous aurez les 2 petites cartes d'aide comme ça, plus un déroulé de règles, plus un tapis papier, mais surtout les 2 petites cartes d'aide qui sont intéressantes. On va avoir les phases, qui vont être assez bien décrites, et on va voir ces petites cartes avec ces symboles-là. Là où c'est intéressant, c'est surtout pour ces symboles que je vous montre là. Donc la petite flèche qui va vers la droite, la main et une espèce de carte un peu inclinée. Ça, ce sont des symboles qu'on va pouvoir retrouver sur des cartes. Comme par exemple celle-ci. Ce symbole-là, ça veut dire que en fonction d'où il est joué, il va appliquer son effet. La flèche, c'est peu importe d'où elle est jouée, fait l'effet. Il peut y avoir des cartes qui vont vous dire prenez la première carte de la pioche, jouez-la. Si elle a une flèche, vous appliquez l'effet. On va avoir d'autres cartes. Alors, est-ce que je vais en avoir là? Allez, hop, pas sûr de les avoir en main. Hop, quoi ça? Non. Une. Hop, hop, flèche. En avoir. Okay. Mais on va avoir des cartes. Ah, parfait. Hop là. On va avoir des cartes comme ça, avec une main. C'est assez simple, c'est si elle vient de la main, si je la joue depuis ma main, j'applique cet effet-là. Et donc le troisième effet, je vais peut-être pas m'amuser à le chercher, je vais vous le montrer sur la carte, c'est ce troisième effet-là, ce petit symbole-là. Ça veut dire que quand elle est jouée depuis la réserve, pardon, on va appliquer cet effet-là. C'est ce qui est important à savoir, en fonction du symbole que vous avez sur votre carte, ça va être soit quand il est joué de la main, donc une main, c'est jouer de la main, la flèche, c'est jouer n'importe où, et le troisième symbole, c'est jouer de la réserve. Ça sera plus simple comme ça. C'est important parce que ça va avoir les effets vont se déclencher ou pas. Donc faut pas dire ah, je joue ça, ah maintenant c'est un effet qui vient de la réserve, je peux pas l'appliquer et en fait on a mal calculé notre coup et on peut se faire avoir comme ça, bêtement. Faut bien intégrer ces trucs là, flèche n'importe où, main quand je joue depuis la main, et l'autre symbole quand je joue depuis la réserve. Donc, il faut que la carte soit en réserve pour que ça soit appliqué. N'hésitez pas si vous avez des questions à me stopper et à les poser sur le chat. Voilà le principe du jeu, je pense pas avoir oublié grand chose
dans les règles, à part le héros. Le héros, c'est un personnage qui reste en jeu tout le temps, qui va avoir potentiellement un effet passif ou actif. Là, comme on le voit sur l'héros, et d'ailleurs, c'est très bien, on voit marqué à midi, il se passe quelque chose. Ce héros-là, il peut pas être contrôlé par notre adversaire, c'est-à-dire que notre adversaire ne peut pas dire ah, tu vires ton héros, tu mets autre chose. Non, ce héros-là, dès le début de la partie, vous le sortez de votre deck, vous le mettez en jeu, c'est-à-dire que votre adversaire va savoir quel héros vous jouez, et vous allez savoir quel héros il joue, dès le début. Et il va avoir ses pouvoirs. Voilà. Donc il suffit après de lire le texte et d'appliquer les effets. Et il va permettre de délimiter aussi les zones de jeu, les expéditions gauche, droite, pour savoir si c'est héros ou compagnon. C'est l'intérêt du héros. Son pouvoir, et ça permet de on le met au centre en général, et ça nous permet de savoir expédition de gauche et expédition de droite. Voilà. C'est les cartes qu'il peut y avoir dans le jeu, c'est-à-dire les héros, les personnages, les sorts et les permanents. Et puis, donc, comme on a parlé tout à l'heure, on a les différentes raretés avec les raretés comme ça. Alors, on peut les voir de plusieurs façons. Quand il y a un petit bord noir et que le dessin n'est pas full, et qu'en haut, en plus, on a un petit, espèce de petit triangle gris, c'est une carte commune. À l'inverse, quand on a un full art, donc on n'a plus le bord noir, et qu'en plus, en haut, on a un petit triangle bleu, c'est soit une rare, soit une transfuge. Les transfuges, je le rappelle, c'est des cartes qui ne viennent pas de cette faction-là à l'origine, mais qui ont été déclinées dans cette faction-là. Les transfuges ne sont déclinées que dans une seule autre faction. Elle peut pas apparaître dans d'autres factions, dans 3 autres factions. Non, elle sera forcément... Là, typiquement, c'est une transfuge. On le voit tout en bas, il y a un petit F à côté de BTG 171, il y a un petit F. Ça veut dire que c'est une transfuge. Cette carte-là, ça veut dire qu'elle sera uniquement chez Lyra, plus la faction d'origine. Mais elle ne sera jamais dans les autres factions. Voilà. Et donc, on a rare. Donc, rare, standard de la faction ou rare, transfuge. Et on va avoir les uniques standard et les uniques out of faction transfuge. Les uniques, on en a parlé tout à l'heure au début de la vidéo. Pour ceux qui étaient peut-être pas là au début, je remettrai, les rediffs seront sur le Twitch, mais je les remettrai aussi sur YouTube. Ma chaîne, vous les trouverez dans ma bio de Twitch. Donc faudra pas, voilà, c'est les raretés qu'il y a, c'est les cartes de personnages, les cartes différents types de cartes qui existent. Donc personnage, sort, permanent, qui existent en commun, rare pour les personnages, les sorts et les permanents, et en unique uniquement pour les personnages. Vous n'aurez jamais un permanent en unique et jamais un sort en unique. Je pense qu'il y a moins de variabilité possible et que c'était compliqué de faire des uniques là-dessus, mais c'est pas plus mal aussi. Voilà le principe du jeu d'Alterb. Maintenant, je vais faire une petite pause. Je vais prendre un petit temps, voir s'il y a des questions, s'il y en a qui veulent des réponses sur des choses en particulier. Donc n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Si jamais des choses que vous n'avez pas compris dans l'explication de règles et la première partie qu'on a vue, n'hésitez pas à les poser. Donc je passe sur un peu la dernière partie live qui sera sur les mots-clés qui existent dans le jeu. Les différents mots-clés. Donc les trucs qu'on n'a pas encore vus comme en créé, endormi, et d'autres choses. On va essayer de parler de tous les mots-clés qui existent, tous les effets qu'il peut y avoir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas à poser des questions. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir continuer. Et on va aller. Hop là. Sélection verte. Hop. Ok. Je ne les trouve pas là. Bon, allez. Ok. Donc un des premiers mots-clés qui est un des mots-clés assez importants qui d'ailleurs est sur la carte, c'est l'effet ancré. On peut le voir là sur le petit... Merci, Davelf.
Comme on peut le voir sur le petit champignon qu'on voit ici, ce champignon-là a un effet avec une flèche, donc qui s'appliquera et de la main et de la réserve, et qui dit « je gagne ancré ». Là, je vous décris tous les effets, mais en effet, il y a, en tout cas pour le premier chapitre, tout est bien écrit sur la carte avec entre parenthèses qu'est-ce que ça fait. Là, c'est juste vraiment si je l'ai dit à haute voix, on fait une revue de tout ça. C'est surtout pour si jamais il y a des interrogations sur certains effets qui sont peut-être pas très clairs et tout. Et je vais essayer d'apporter moi aussi des interrogations, enfin des réponses à des interrogations que moi j'ai pu avoir sur certains effets. Mais voilà, donc le ancré, c'est quoi? C'est que quand je vais jouer ce personnage-là, je vais lui mettre un petit jeton avec une encre dessus, c'est un symbole d'encre. Ça veut dire que quand il devra quitter l'expédition, ça veut dire que comme je vous l'ai dit, normalement une carte est jouée 2 fois, c'est qu'au moment où on arrive à la phase de nuit, on doit prendre tous les personnages qui sont posés et les mettre dans la réserve. Donc il va quitter l'expédition pour aller en réserve. Là, le jeton ancré dit quoi? Clairement, au repos, donc c'est la nuit, je ne vais pas en réserve et je perds ancré. Ça veut dire qu'il va rester sur le terrain, par contre on va lui retirer le petit jeton ancré. Et ça veut dire qu'à la fin du tour d'après, par contre s'il n'a pas de jeton, s'il n'a plus de jeton ancré, il va aller en réserve. Donc ce personnage-là, au lieu de rester 2 tours, une fois de la main, une fois de la réserve, il va potentiellement rester 4 tours s'il n'est pas géré. Parce que, comme il a un jeton flèche, c'est-à-dire que je vais le jouer une première fois de ma main, il va gagner ancré. Donc il va rester un tour, à la fin du tour, on retire le jeton ancré. Puis, il va rester sur le terrain, donc on va faire un deuxième tour. À la fin de ce deuxième tour-là, il va aller en réserve. Et à ce moment-là, je peux le rejouer de la réserve, et quand je vais le rejouer, il va regagner ancré, ce qui veut dire qu'il va rester un troisième tour. À la fin du troisième tour, il va perdre le jeton ancré. Il va rester un quatrième tour. À la fin du tour 4, comme il a le jeton fugace vu qu'il vient de la réserve, il va aller en défausse. Ça, dans le meilleur des mondes, cette carte-là va rester pendant 4 tours. C'est à ça que sert l'ancré. Ça permet de garder des créatures et de potentiellement mettre encore plus de force, et d'avoir moins peut-être aussi à dépenser de cartes pour pouvoir contrer notre adversaire. Donc il va gagner ce jeton ancré. Là, c'est le jeton ancré. On a un peu le pendant du jeton ancré, donc l'opposé du jeton ancré, qui va être le jeton endormi. Alors là, je vais vous montrer un héros, qui est un des héros actuellement qui fait beaucoup de parler de lui, qui est considéré comme un des plus forts. C'est le jeton endormi. Là, par exemple, lorsque vous jouez un bureaucrate, donc c'est un type de carte. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, je le montrerai sur notre carte, mais on a les types de cartes qui peuvent être intéressants à regarder, parce que ça peut comboter avec certaines cartes. Mais quand je peux donner un jeton endormi, le jeton endormi c'est un symbole de lune. Quand je mets ce symbole de lune, ça va faire un peu la même chose que ancré. À la différence, c'est que au moment où on va comparer les forces, comme il est endormi, on ne comptera pas ses forces à lui. On ne comptera pas les forces de la créature qui a le jeton endormi. Ça veut dire que s'il a 6-6-6, mais qu'on l'endort, en fait, ça sera une 0-0-0. Ça ne comptera pas. Voilà, par contre, quand il est censé aller en réserve, on va retirer le jeton endormi, et là, au tour d'après, sa force comptera. Voilà. Donc ça peut être quelque chose d'assez négatif, comme ça peut être quelque chose d'assez positif, notamment avec le personnage Waruima, qui a des mécaniques qui vont tourner autour de ça. Donc, bien utilisé, ça peut être fort, ou ça peut servir de contrôle. Typiquement, une créature qui a ancré, ça m'empêche pas de lui mettre endormi. Et si la créature a les 2 jetons, c'est pas je choisis lequel disparaît au moment d'aller en réserve, c'est non. Les deux ont le même truc, c'est qu'au repos, si je suis censé aller en réserve, je retire le jeton. Donc là, comme les deux effets vont se déclencher en même temps, je vais prendre les jetons et je vais retirer les deux. Donc ça empêche, typiquement, ça élimine le fait d'ancrer une créature et de garder sa force. Et ben, je te dis, je te l'endors, et en fait ta créature vaudra 0-0-0. Elle sera restée un tour de plus, certes, mais elle aura rien fait de plus que d'être là. Donc c'est un moyen de contrer un peu le jeton ancré aussi. Ou d'éliminer une carte qui peut être très forte, qui peut nous permettre de nous bloquer, d'avancer. Certes, on va lui laisser pour le tour d'après, mais potentiellement, utiliser au bon moment, ça peut nous permettre d'avancer, de prendre un sacré avantage de distance et donc des jetons qui sont rattachés. Donc, sur le papier, c'est pas l'air si fort que ça. Après, en vrai, dans certaines situations, ça peut sauver des parties. On va avoir le jeton fugace. Le jeton fugace, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu sur une carte. Le jeton fugace, certaines cartes l'ont directement. Et ça veut dire que la carte ne pourra être jouée qu'une seule fois. Typiquement, la canalisation de mana.
Hop, elle a le jeton elle est de base fugace, ça veut dire que je vais pouvoir la jouer une seule fois. Une fois que j'ai joué, avant réserve. Avant défausse, pardon. Il peut y avoir des personnages aussi qui ont le jeton fugace directement. En général, les personnages qui ont le jeton fugace directement, c'est qu'ils ont des stats très fortes. Donc elles vont nous permettre d'avancer rapidement au début, mais pour contrecarrer ça, ils vont être utilisables qu'une seule fois. On va avoir l'effet défenseur. L'effet défenseur, c'est pour le moment, il n'y a pas beaucoup de cartes avec l'effet défenseur. Mais ça arrive et ça a des effets. On va dire que c'est pas du ancré, c'est un peu comme du endormi qui va te dire tu ne vas pas avancer. Mais tu comptes quand même tes forces. Ça veut dire que les défenseurs vont surtout être là et être joués pour empêcher l'autre d'avancer. On sait qu'on n'avancera pas avec une carte défenseur, mais elles vont être là pour dire ok, tu as joué une carte qui vaut 4-3-3-3 ou au total tu as 3-3-3 de force par exemple, et bien avec cette carte là, l'archiviste du monolithe, tu peux très bien dire ok, je joue. Comme on voit, il coûte 2 pour 3 de stats, donc c'est pas mauvais. Il me servira pas moi pour avancer, par contre il va me servir de bloquer, t'empêcher d'avancer, donc t'empêcher de soit prendre de l'avance ou soit de me rattraper. Donc c'est pas les meilleures cartes typiquement à l'heure actuelle, mais ça reste intéressant si on n'a rien d'autre à mettre dans le deck ou à jouer à ce moment-là. Après, il peut y avoir des héros avec qui c'est très très fort. Pas encore tout n'a pas été encore vu, il y a des futurs héros qui arriveront par la suite, donc c'est pas impossible qu'on ait des héros qui disent ah bah tous les défenseurs perdent le défenseur et du coup contre les forces, etc., etc. Il peut y avoir des cartes surprises comme ça qui vont arriver. On a ensuite un effet qui va toujours un peu dans la lignée des ancrés, des endormis autres. On va avoir les cartes qui vont avoir éternel. Les cartes qui ont éternel, hop, celle-là, éternel, c'est un peu comme ancré, à la différence que cette carte-là ne quittera jamais le terrain. Éternel, ça dit au repos, je ne vais pas en réserve. Donc quoi qu'il arrive, elle n'ira pas en réserve, et donc comme elle ne va pas en réserve, elle reste sur le terrain à volonté. C'est un ancré perpétuel. Voilà. Donc ça peut être très fort. En général, les cartes qui ont ça, c'est des cartes qui coûtent assez cher. Mais ça peut des fois sauver des games parce qu'on va avoir le temps de la jouer, puis au final elle va rester, elle va nous donner une force sur un côté tout le temps. Voilà, après c'est à choisir en fonction des decks, des moyens d'interagir aussi pour pouvoir réduire le coût, peut-être les booster et autres, etc. Et cette carte là, ce qui est bien, c'est qu'elle a l'autre effet d'après que je voulais vous parler, c'est Corias. Corias, c'est un effet dont j'ai vu il n'y a pas longtemps une question, c'est que c'est un effet qui s'applique uniquement quand la carte est en jeu et qu'on veut la cibler elle spécifiquement. Corias c'est quoi? Alors là c'est Coria X, Coriad X, mais imaginons que c'est Corias 1 ou 2. Corias c'est quoi? C'est si jamais mon adversaire veut cibler ma carte qui a Corias 2, et ben il va devoir payer le coût de son sort. Donc imaginons il veut lancer un sort qui coûte 2 qui permet de dire tu défausses ton personnage. Très bien. Parce que comme il cible une carte qui a Corias, il devra payer X de plus. Donc là, Corias 2, il devra payer 2 de plus. Donc en fait, son sort ne lui coûtera pas 2, lui coûtera 4. Attention tout de même. Ce n'est pas illégal de dire je paye 2, je te cible ta carte, et qu'après ils te disent ah, que toi tu lui dises après ah, mais en fait tu dois payer 2 de plus. Il me dit ah, bah en fait je peux pas la jouer. Bah si, tu as le droit de la jouer, c'est juste que tu ne peux pas appliquer son effet sur ma carte tant que tu ne payes pas 2 de plus. Donc ça veut dire qu'il perd l'effet de son sort. Il cible ma créature il n'a pas le coût supplémentaire, il perd l'effet de son sort. Par contre, il a quand même joué la carte. Tournoi, il faut faire attention à ça pour ceux qui veulent faire du tournoi. Et on peut très bien vous dire, bah, c'est illégal de revenir en arrière, sachant que ton move, ton action était légale. Faire attention à ça. On va avoir après cet effet Corias. Donc le Corias, c'est vraiment quelque chose qui va protéger une carte, qui permettra vraiment de forcer l'adversaire à devoir payer plus s'il veut vraiment la gérer. Donc potentiellement vous pouvoir faire d'autres actions derrière parce qu'il aura de payer un peu plus. On va avoir un autre effet qui est plutôt fort, qui s'appelle gigantesque. Le gigantesque, c'est quoi? Les cartes qui ont gigantesque,
vous allez les jouer dans une expédition. Ça peut être important toujours de jouer dans une expédition, parce qu'il peut y avoir des cartes qui vont interagir avec l'expédition opposée, l'expédition qui me fait face, etc. Donc, c'est important de la jouer dans une des expéditions, on la joue pas au milieu, mais par contre, la carte gigantesque va compter dans les 2 expéditions. En gros, c'est une créature qui est tellement énorme que bah, elle prend toute la place sur le terrain, et du coup, elle compte des 2 côtés. Là, typiquement, le Atlas va rapporter 3-3-3 dans chaque biome du côté héros, mais aussi 3-3-3 dans chaque biome du côté compagnon. C'est plutôt fort. C'est à prendre en compte, c'est des cartes qui existent et ça peut des fois faire la différence aussi. Et ça peut dire attention, là j'ai 3 de chaque côté, fais gaffe. Et j'ai encore des cartes à jouer potentiellement derrière. C'est donc il faut prendre attention à ça et ces effets-là gigantesques. Il n'y en a pas beaucoup encore des cartes, je crois pas. Mais avec les uniques, c'est toujours pareil. Avec les uniques, on ne sait pas ce qu'on peut avoir. On peut avoir des cartes qui d'habitude n'ont pas gigantesques et vont avoir gigantesques. C'est tout l'intérêt des uniques. Et donc c'est ça qui est vraiment stimulant dans le jeu, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber comme deck. On va savoir à peu près la mécanique du deck qu'on va avoir en face, on sait à peu près ce qui va exister quand la méta sera un peu arrêtée, mais on ne sait pas ce que le mec a pu avoir comme unique, qui va peut-être avoir des effets qu'on n'a jamais vus ou qu'on a vus mais sur d'autres cartes et qu'on ne pensait pas que ces cartes-là avaient, etc. Tout l'intérêt de ce jeu-là. Vraiment, il est extraordinaire pour ça. Qu'est-ce qu'on va avoir comme effet? On va avoir un effet standard que j'avais noté sur mon papier, mais tout le monde peut l'avoir, c'est piocher une carte. Bah, piocher une carte, c'est simple, c'est je prends dans mon deck, je pioche une carte, et j'ai une carte en main en plus. Mais à l'opposé, on va avoir l'effet ravitaillé dont je vous ai montré tout à l'heure. L'effet ravitaillé, c'est quoi? C'est je prends la première carte de mon paquet, et je la mets dans ma réserve. L'inconvénient de faire ça, c'est que la carte que je vais ravitailler, c'est qu'elle ne sera jouable qu'une seule fois, sauf si j'ai moyen de la récupérer en main, mais sinon elle sera jouable qu'une seule fois. L'avantage, c'est que ça vous fait quand même une ressource en plus, une option en plus qui arrive sur le terrain, parce que vous l'aviez pas de base. Ça veut dire que vous la prenez du paquet, donc c'est quelque chose qui arrive de nouveau, c'est juste que ça sera utilisable qu'une seule fois. Donc c'est pas à négliger, même si c'est moins fort que piocher, ça reste quand même plus fort que de ne pas avoir de cartes ravitaillées ou de ne pas piocher de cartes. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et à vraiment utiliser. Et comme je l'ai dit, il y a des jeux qui peuvent tourner autour de ça, d'avoir beaucoup de ravitaillement pour pouvoir faire des effets derrière. On va avoir une autre carte, un autre type d'effet, qui cette fois-ci est le type d'effet dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure, qui peut interagir avec la réserve. C'est les effets sabotés. L'effet saboté, alors là, c'est quand elle vient de la réserve, quand elle est jouée depuis la réserve. Mais l'effet saboté, ça dit quoi? Ça dit que quand je joue une carte qui a saboté, pour lequel je peux appliquer l'effet saboté, eh ben, je vais cibler une carte de mon adversaire qui est en réserve et je vais lui dire ça, tu la défausses. Je ne veux plus la voir. Et elle va en défausse. Je crois que oui, pour moi, c'est le seul effet qui interagit avec la réserve. C'est le sabotage. D'où le fait que la réserve, c'est fort, c'est une espèce de seconde main. Il faut des fois pas hésiter à jouer en priorité les cartes de la réserve, sauf si on a quelque chose de mieux à faire, mais pas des fois hésiter à jouer les cartes de la réserve pour être sûr de ne pas perdre telle ou telle carte, parce que l'adversaire peut avoir une réponse à ce qui est en réserve. Il y a très peu de choses qui jouent avec la main, mais il y a pas mal de cartes qui peuvent avoir saboté un peu dans toutes les factions, qui vont donc vous permettre, peut-être potentiellement, vous casser un peu votre plan de jeu en disant tiens, tu me vires ça, je veux plus le revoir. Voilà. Voilà pour l'effet saboté. On va avoir un effet assez standard qu'on peut avoir vu dans d'autres jeux, c'est booster. C'est des boosts, l'effet boost. Quand on dit mettre 3 boosts, c'est dire je cible, telle carte là va prendre 2 boosts par exemple, et ben je vais lui mettre 2 marqueurs plus 1, plus 1, plus 1. En gros, c'est je gagne plus 1 en forêt, plus 1 en montagne, plus 1 en eau. Et ça par marqueur, par boost. Donc si je mets 3 boosts, j'ai plus 3, plus 3, plus 3. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le nombre de boosts que j'ai, c'est le nombre de forces que j'ai dans les différents biomes qui s'est ajouté. On a un effet que j'ai vu sur l'Atlas tout à l'heure, mais j'en ai pas parlé. C'est l'effet aguerri. L'effet aguerri, c'est quoi?
c'est vrai que je ne l'ai pas parlé pendant les règles, mais quand une carte, on n'a pas parlé des boosts, mais donc booster une carte, c'est-à-dire que je joue une carte et j'arrive à lui mettre des marqueurs dessus. Donc pour ce tour-ci, elle va avoir plus X de force. Au moment où elle va aller en réserve, elle va perdre ses marqueurs. Tous les marqueurs qu'elle a, elle les perd. Sauf si c'est des ancrés endormis, ou dans ce cas-là, elle reste en jeu, elle garde ses marqueurs, marqueurs boost. Par contre, dès qu'elle quitte l'expédition, et qu'elle arrive en réserve, on retire les boosts. La guérie, ça contre tout ça. C'est-à-dire que quand elle va en réserve, si elle a des boosts sur elle, elle les garde. Donc quand on va la rejouer, elle aura déjà les boosts. Voilà. C'est aussi simple que ça. Normalement, tous les effets sont écrits sur les cartes. Il peut y avoir des fois des interrogations. J'ai essayé de répondre à un maximum d'interrogations qu'il pouvait y avoir sur les effets qui peuvent être joués ou autres. Il y a une chose que j'ai oublié de dire quand j'ai expliqué les règles, c'est qu'est-ce qui se passe quand on peut plus piocher de cartes. Dans la majorité des cartes, des jeux de cartes, on perd la partie. Et ben dans Altered, non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre à la meule. Donc quand on n'a plus de cartes dans notre deck, on ne perd pas la partie. Ça veut dire qu'on va piocher ce qu'on peut piocher et on va reprendre toute notre défausse et mélanger. Donc on a une chance de revoir les cartes qui sont parties en défausse. Dans les faits, à moi personnellement, ça m'est rarement arrivé de jouer, de remélanger une fois le deck. Les parties sont quand même assez rapides. Elle doit être à 15-20 minutes la partie, peut-être 30 une première partie. Pas pour rien d'ailleurs que pour les tournois actuels qui ont été lancés, ils ont dit 30 minutes par match. Parce que les parties sont vraiment assez rapides. Donc comme on perd pas la pioche, bah, du coup il n'y a pas de risque de piocher ou de ravitailler beaucoup. On ne perd pas la pioche. Voilà. J'ai fait le tour du jeu de base. Je pense que j'ai pas oublié grand chose, voire rien. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on peut prendre un petit temps pour expliquer tout ça. Le type de carte, il y a un type de carte pour lequel je n'ai pas parlé, c'est les jetons, parce qu'il y a plusieurs types de jetons, mais c'est en général indiqué sur la carte. Donc, je voyais pas forcément l'intérêt d'en parler. Mais voilà, il y a des jeux qui vont jouer avec des jetons et des jeux qui vont jouer sans jetons. Les jetons, ce sont des... Alors, ce qui est important avec les jetons quand même, c'est que ce sont des personnages. C'est-à-dire que si vous avez des cartes qui ciblent des personnages, vous pouvez cibler les jetons. Ça fonctionne. Les jetons sont des personnages aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis si vous n'avez pas de questions, et ben à la fin du stream. J'ai normalement plus rien à dire sur les bases du jeu. J'ai fait le tour de ce que j'avais écrit. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir suivi le live. Le live sera de toute façon en rediffusion sur YouTube. Et pareil, si jamais vous regardez la vidéo sur YouTube et que il vous manque des informations, que j'ai peut-être pas été suffisamment clair sur certains points de règle ou vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je tâcherai d'y répondre le mieux possible, voire peut-être refaire une vidéo pour apporter des points en plus. Je compte refaire un stream, je pense mercredi, pareil sur les mêmes horaires, 18-20h. Enfin 20h à peu près, en fonction de la durée du stream et s'il y a des questions-réponses. Le prochain sujet que j'aimerais bien aborder, c'est un peu les différents modes de jeu qui existent à Alterne. Les informations qu'il faudrait avoir pour le compétitif, parce qu'il y a quand même des gros tournois qui commencent à... Enfin, surtout un gros tournoi qui va arriver en octobre. Qui n'est pas un tournoi officiel Alterne, mais qui est un tournoi à plus de 1000 joueurs, donc qui est vraiment énorme. Donc parler un peu de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prévoir, des choses qu'il peut y avoir en fonction de ma connaissance vis-à-vis des autres TCG. C'est en général assez similaire à chaque fois, à chaque TCG. En tout cas, il y a une base commune qui revient régulièrement. Donc j'essaierai de parler de tout ça. Et je pense que je grefferai d'autres sujets, parce que je doute qu'on fasse 2 heures que de ça, sauf s'il y a vraiment beaucoup de questions ou beaucoup de points à aborder.
Mais il y aura peut-être d'autres points que j'aborderai derrière. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a mon Instagram dans la bio de Twitch. Il y a mon YouTube sur la bio de Twitch. Et je vous dis à bientôt pour un prochain stream. Salut à vous. Et reposez-vous bien et amusez-vous bien avec Altered.